Bonjour et bienvenue dans ce troisième épisode de Atelier Libre Expression. Je suis Patrick Blanchon, artiste peintre, écrivain et confiné comme toi actuellement. Et aujourd'hui, j'aimerais te parler euh, de l'obstination, en fait, l'obstination vis-à-vis de la maladresse. Tu vois, hier, j'étais juste après le dîner, je me suis retrouvé devant la télévision et un truc m'a énervé, tu vois, mais fondamentalement, j'ai retrouvé tout un tas d'énervements liés à ça. C'est la manière, en fait, dont les gens s'expriment de manière un peu formatée, pas qu'un peu d'ailleurs. Et, euh, et je me suis interrogé sur, moi, ma façon de parler. Tu sais que j'écris des textes dans un blog et dans une émission précédente, j'avais déjà émis en fait ce trouble entre la manière d'écrire et la manière de parler, par exemple, sur ce podcast. Voilà. Et hier, donc, je regarde, alors je sais plus ce que c'était peut-être un morceau du journal télévisé. Et je voyais ce présentateur avec un langage bien propre, etc. Je voyais les interviews, etc. Et, euh, et dans ces interviews, je voyais même les gens qui faisaient un effort, si tu veux, pour rejoindre un langage commun, euh, un langage, si tu veux, qui fait beau, qui fait propre, hein, qui laisse pas de tâches. Donc je voyais les efforts que ces personnes interviewées produisaient euh, pour paraître en fait quelque chose d'autre que je sentais bien qu'elle n'était pas fondamentalement. Et du coup, ça m'a fait revenir en arrière sur plein de choses concernant cette maladresse à s'exprimer. Tu vois, j'ai fait un tas de jobs dans ma vie, donc j'ai côtoyé plein de gens différents. Et une chose qui m'a toujours intéressé, c'est la manière dont les personnes s'exprimaient avec les moyens qu'ils avaient. Euh, je rebondis là-dessus, tu vois, quand j'étais gamin, Georges Marchais aussi était souvent à la télévision et j'étais fasciné, moi, par le langage de Georges Marchais quand il s'adressait à El Kabash. Alors toi, tu es peut-être jeune, tu n'as peut-être pas connu cette période-là, mais si tu as l'occasion de retrouver ça, ça doit exister sur YouTube, hein, des interviews de Georges Marchais. Regarde l'intelligence de ce type hein, quand il s'exprimait. Il utilisait véritablement une forme de maladresse pour rejoindre en fait les gens qu'il défendait. Et ça, bon, moi, je ne comprenais pas ça quand j'étais jeune, si tu veux. Je n'avais pas cette lucidité, mais quelque chose m'intéressait dans cette façon de s'exprimer de Georges Marchais. J'ai retrouvé ça aussi chez un écrivain que j'adore, qui s'appelle Raymond Carver. Raymond Carver, c'est un type, au début, quand il a commencé à montrer ses nouvelles, on l'a traité d'écrivain pour analphabète. C'est-à-dire que les éditeurs comprenaient rien du tout, en fait, à son langage. Euh, C'était le niveau zéro de l'écriture pour eux. Et il a fallu qu'il attende des années pour pouvoir publier, en fait. Et finalement, il a obtenu, en fait, le premier prix de la nouvelle de je ne sais plus quel concours, etc. Et c'est devenu un écrivain reconnu grâce à l'étude, en fait, que lui avait fait du langage des gens simples et surtout de leur silence. Et du coup, toutes ces petites choses dont je suis en train de parler, là, tu vois, c'est des choses que je rumine depuis quelques jours concernant, en fait, la manière de s'exprimer sur cette chaîne YouTube, puisque j'ai ouvert ce nouveau podcast, Atelier Libre Expression, et que j'ai envie de partager vraiment un maximum de choses qui me préoccupent, et je pense qu'il n'y a pas que moi que ça préoccupe, enfin j'espère. Et du coup, voilà. Donc, en tant que peintre, si tu veux, j'ai aussi eu cette intuition. À un moment donné, tu sais, moi j'avais un enseignement assez académique hein, quand j'ai démarré
à donner des cours, tu vois, je reproduisais en fait toute une pédagogie qui était plutôt académique. Et puis à un moment donné, j'ai fait des rencontres. Alors j'ai comme rencontre principale, je dirais, qui a déclenché ça, c'est un type merveilleux qui s'appelle Roger Grolon, qui est sculpteur dans la région lyonnaise. Maintenant c'est un monsieur âgé. Et, euh, et le contact avec lui m'a ouvert vraiment un champ un champ de perspective énorme sur l'utilisation en fait de la maladresse. En fin de compte, la maladresse, c'est cette résistance, si tu veux, pour moi, hein, je parle évidemment en mon propre nom, c'est c'est une résistance à cette notion d'habileté euh, qui, euh, qui véhicule pour moi cette, un peu de plus en plus cette pensée unique. Alors, on se, on se fait avoir avec ça sans s'en rendre compte. Alors, est-ce que c'est une source qui vient de l'éducation? Tu vois, à l'école, il faut qu'on apprenne à s'exprimer correctement, comme on dit. Euh, et, euh, et du coup, on fait tous beaucoup d'efforts, plus ou moins, enfin, on fait des efforts, quoi, pour rejoindre, en fait, ce flux général de la bonne expression. Alors, c'est vrai qu'en France, en plus, on a un passé qui est très fort sur cette notion d'élégance dans l'expression. Tu vois, toutes les lettres, tout ce qui est littérature, etc. Et on a un passé énorme là-dedans, tu vois. La langue française elle-même est une langue de précision infinie pour exprimer la pensée, notamment. Elle est très très forte. Alors que les Anglais sont plus doués pour tout ce qui est technique, tu vois, tout ce qui est décortiquage technique, ils sont forts, les Anglais. Et puis surtout, ils sont pragmatiques. Alors que nous, avec notre précision, notre volonté d'aller toujours chercher plus loin dans la finesse, dans la subtilité, si tu veux, des idées, des pensées, etc., on a une panoplie extraordinaire en fait de mots dont on ne se sert pratiquement jamais dans la vie de tous les jours. Et quand je regarde le langage commun, hein, je veux dire le langage de tous les jours, des gens qui vont au turbin, des gens qui se parlent chez le boucher, je suis souvent surpris en fait par ce décalage entre les gens que je vois à la télévision, les gens que je lis dans les journaux, et puis ces gens qui s'expriment dans la rue. Voilà, il y a un décalage qui est inouï. Alors je pense à cette obstination de maladresse que moi j'ai toujours eue, que ça soit dans la façon de m'exprimer, comme dans ma façon de peindre d'ailleurs. Et je pense que je cherche comme ça à contrer euh, cette pression, euh, cette obligation tacite à aller vers l'habileté. Et tu vois, je me rappelle, il n'y a pas si longtemps, bon, moi j'ai 60 ans, donc j'ai vécu quand même pas mal d'époques différentes, hein, si tu veux, durant ces 60 ans. Et quand j'étais gamin, j'étais fasciné en fait par l'argot. Moi, j'étais sur Paris, tu vois, et, euh, et mes grands-parents vendaient des volailles en fait sur les marchés. Donc, tu avais tout un univers de marchands en fait sur ces marchés qui s'interpellaient comme ça d'un étal à l'autre. Et, euh, qui s'invectivaient, tu avais des jurons, tu avais tout un tas de choses, tout un langage en fait qui a disparu depuis. Quand on va sur un marché aujourd'hui, j'ai plus ce fond sonore en fait qui a été laminé en fait par cette langue euh, nettoyée en fait de tout un tas de choses qui en faisait à mon avis son sel, qui en faisait
pour moi sa préciosité également, parce que je découvrais des mots, d'un seul coup mon esprit se mettait à tourner autour d'un mot, ça me déclenchait un tas d'images, un tas de, un tas de pensées, tu vois, des connexions qui s'effectuaient comme ça entre les différents mots, que ce soit des jurons ou des tournures de phrases un petit peu particulières. Et du coup, c'était porteur de créativité, tu vois, cette diversité en fait des langages. Hein. Euh, voilà ce que j'ai envie de dire sur cette notion d'obstination à la maladresse. C'est aussi la curiosité de savoir quelle est la différence en fait entre maladresse et habileté, tu vois. Est-ce qu'il y a vraiment une différence? Tu vois, hier je te parlais de deux choses, c'était surface et profondeur. On pourrait très bien aujourd'hui euh, replacer en fait ces deux mots, habileté et puis maladresse, de la même manière qu'on avait la surface et la profondeur. En fait, cette habileté de langage servirait, si tu veux, à échanger avec les gens en général, tu vois, dans une façon formatée, voilà. Et puis, la langue un peu plus maladroite, avec des difficultés, etc., serait plus une langue intime qui, elle, nourrirait en fait un imaginaire, qui nourrirait cette possibilité de créativité, si maladroite apparaisse-t-elle. Voilà. Donc toujours dans cette recherche en fait du point, un peu un point médian, tu vois, entre les deux, je me dis, mais quelle est la bonne position, tu vois, à tenir entre ces deux formes de langage, entre l'habileté et la maladresse. Et c'est un peu aussi la raison pour laquelle je me suis mis à créer ces podcasts, en fait. C'est pour essayer, c'est un peu un laboratoire, quoi. Et c'est pour trouver, en fait, cette position qu'on cherche tous, je pense. Hein, comment s'exprimer vis-à-vis de telle ou telle personne, vis-à-vis de tel groupe de personnes, avec notre propre langue, hein, si tu veux, qui est constituée de briques et de brocs euh, qu'on y a mis au fur et à mesure du temps, et puis cette langue formatée, cette langue d'échange sans brusquerie, quoi, encore que dans cette habileté, je me rappelle, il y a ça aussi avec le vouvoiement et le tutoiement, tu vois, on pourrait aussi utiliser ces deux extrêmes qui sont à mon avis très intéressantes aussi pour montrer la gestion de la violence. Si tu veux, dans le vouvoiement, tu as une violence qui est contenue. Euh, quand, quand quelqu'un dans le milieu professionnel te vous voit, tu vois, c'est pas pour rien. C'est parce que on écarte le côté émotionnel que peut déclencher en fait cette violence naturellement, et pour pas s'empoigner ou pour pas s'injurier directement, on utilise le vouvoiement, tu vois. Et dans le cercle intime, quand ce vouvoiement a disparu et qu'on en revient au tu, la notion de violence est beaucoup plus directe souvent. Enfin, moi j'ai vécu ça dans mon enfance, en observant tout ce qui pouvait se passer. Je l'ai même moi-même reproduit pendant une période de ma vie. Ce passage du tu au vous, tu vois, il y a quelque chose qui m'a toujours fasciné en fait là-dedans. Et en lisant par la suite, comment il s'appelle René Girard, voilà. René Girard qui a écrit des bouquins qui traitent en fait de la violence. Tu vois, il a écrit notamment un best-seller, c'est La violence et le sacré. Il t'explique en fait un peu le rôle des institutions, tu vois, tout ce qui est institution, de manière à jouer un rôle de médiateur vis-à-vis vis-à-vis de cette violence. Parce que dans le tutoiement, par exemple, il n'y a pas de tiers, hein, si tu veux, tu es directement confronté à l'autre hein, dans ce tutoiement, et donc il y a une réciprocité de la violence qui surgit presque aussitôt. Alors que dans le vous,
Tu as l'institution, si tu veux, alors on pourrait caricaturer ça par la politesse ou le savoir-vivre ou je ne sais quoi, qui joue un rôle de médiateur et donc tu t'y reprends à plusieurs fois avant d'être violent, tu vois, carrément. Avant de mettre ton poing sur la gueule à ton patron, tu vas utiliser le vouvoiement, tu vas quand même tempérer un peu les choses. Voilà, donc c'est quelques remarques comme ça que je rumine en fait ces derniers jours et je pense que ça peut le faire un sujet de conversation, ça, euh, entre artistes également. Parce que finalement, quand je vois les préoccupations en fait de pas mal d'artistes, c'est quoi en fait? C'est s'élever souvent à une hauteur. Tu sais, la question, quand est-ce que on peut dire que je suis un artiste, hein, tu vois, c'est vouloir s'élever finalement euh, ouais, à cette hauteur d'habileté, où enfin tu pourras clairement te dire que tu es un artiste. Et cette notion d'habileté, je pense que, bon, je vais encore donner un peu des opinions politiques, même si moi j'ai été apolitique pendant des années, je le deviens de plus en plus aujourd'hui. Euh, je pense que cette notion d'habileté, elle est liée à une culture bourgeoise, en fait, euh, et un double mutisme que cette culture bourgeoise a produite. C'est-à-dire le mutisme en fait de l'ouvrier qui lui a pour fonction de fermer sa gueule et puis de bosser, et puis le mutisme du bourgeois qui lui possède le savoir mais ne le divulgue pas. Et on parle beaucoup de rétention d'informations en entreprise, tu vois, j'ai observé ça, comme le signe en fait d'une maîtrise ou d'un pouvoir, tu vois. Donc du coup je me dis, qu'est-ce que l'artiste peut faire avec tout ça, tu vois? Qu'est-ce que l'artiste peut faire avec avec cette dualité, en fait, habileté et maladresse. Et tu vois, depuis un certain nombre d'années, tu vois, alors le premier mot qui me vient à l'esprit, premier nom d'artiste qui me vient à l'esprit, euh, je pense à Basquiat, tu vois. Basquiat, quand on regarde ses toiles et qu'on est un culte, hein, si tu veux, en peinture, on pourrait très bien se dire, mais c'est des dessins de gamins, tu vois, c'est pourquoi ce gars-là, il a été aussi célèbre, si jeune, etc. Et, euh, et tu te dis, mais euh, pourquoi lui, quoi, tu vois, pourquoi lui et pas moi, tu vois, par exemple. C'est souvent ça d'ailleurs, hein, pourquoi lui et pas moi. Et du coup, faut réfléchir un peu là-dessus, tu vois. C'est-à-dire que, et surtout pourquoi est-ce qu'il a été rendu si célèbre, Basquiat, tu vois. C'est que d'un seul coup, moi j'y vois une tentative de récupération euh, de cette maladresse, entre guillemets bien sûr, de la société bourgeoise, du fric, de la finance, de cette élite, hein, si tu veux, qui d'un seul coup a compris en fait ce hiatus et qui cherche en fait à combler le fossé en sponsorisant pardon, certains artistes de manière à, à noyer le poisson, si je puis dire. Voilà. Alors après, il y a des artistes qui peuvent utiliser justement cette perversité, si tu veux, de ce système, je ne sais pas d'autre mot que bourgeois, si tu veux, à dire, tu vois. Mais je pense que Basquiat était pas candide, hein, si tu veux, par rapport à ça, hein. Et d'ailleurs, je pense que c'est peut-être ça aussi qu'il a amené à se flinguer, tu vois, parce que quand tu te rends compte, en fait, de l'obscénité de tout ça, euh, il y a quelque chose qui va plus, si tu veux, parce que un artiste, quand même, il est en relation directe avec l'être. Pour moi, c'est de plus en plus évident. Et d'un seul coup, quand il voit toute la corruption, en fait, qui est fabriquée à partir de ce que cet être produit, je pense qu'il y a de quoi péter un câble, quoi.
Voilà ce que j'avais envie de dire aujourd'hui concernant cette obstination, ma propre obstination à rester en fait dans une forme de maladresse et à l'utiliser de manière à me garder en fait de cette velléité d'habileté qui me ferait perdre qui je suis. Je te souhaite une bonne journée. N'hésite pas à commenter si des choses te paraissent bizarres pour toi, ou si tu n'es pas d'accord, ou etc. Je suis complètement ouvert, moi, aux critiques, et je suis prêt à discuter de ça avec toi sans souci. Je te souhaite une bonne journée. Salut!